Oui, oui, la France industrielle ne possède plus beaucoup d'atouts maintenant. Elle en possède un énorme avec l'aéronautique. Mais je me suis aperçu en me penchant sur ce dossier que cette aéronautique française s'était diluée dans le capital des autres. Et quand je parle de capital des autres, c'est des capitaux qui ne sont plus français. Il faut rappeler ce qu'était quand même notre France industrielle et notre aéronautique. Elle s'était, à une certaine époque, adjugée la plus large part du marché des avions de combat. Elle en vendait presque partout. Chacun le sait, la maison Dassault. On a vendu dans plus de 20 États dans le monde. On a quand même, avec notre aéronautique, réalisé le plus bel avion du monde avec le Concorde. On a aussi conçu l'Airbus, c'est l'avion qui se vend le mieux et qui se vend partout. On a réussi, grâce à la fusée Diamant, de devenir la 3e puissance mondiale spatiale. On était devenu, avec nos lanceurs et nos fusées, une énorme puissance dans le domaine spatial une fois de plus. On a forgé avec notre aéronautique un atout essentiel dans toutes ses spécificités. Et on détenait un potentiel extraordinaire qui nous a placés au premier rang. Malheureusement, nos politiques se sont intéressés de l'affaire. Alors, vous le savez, ils réfléchissent Europe ou Amérique en oubliant la France, et ils ont en définitive bradé une grande partie de notre aéronautique. Pourtant, lorsqu'on regarde un petit peu les documents et les dossiers, l'avenir, c'est l'aéronautique. Je regardais que d'ici 2030, il y aura près de 40 000 avions qui seront commandés, fabriqués, vendus, livrés dans le monde. 40 000, c'est pas n'importe quoi. Ça représente un chiffre d'affaires de 5 000 milliards, par exemple, et la France devait prendre dans cette affaire sa juste part. Ce sont, pour citer quelques chiffres, 500 000 pilotes supplémentaires, 550 000 techniciens formés qui travailleront sur des avions surtout monocouloirs, dont Airbus A320, qui a été conçu, rappelons-le, par l'ingénieur français Béteille, reste le champion mondial incontestable. Alors, nous étions les premiers, et voilà que les politiques s'en sont mêlés. Ils ont décidé d'abord de privatiser. Puis ensuite, ils ont voulu regrouper. Et puis, ils ont fini par associer nos entreprises avec celles d'autres États, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne. Est sorti dernièrement un rapport de la Cour des comptes qui souligne un fait extrêmement désagréable. À chaque négociation avec les partenaires, la France a perdu des parts en se diluant effectivement dans le capital des industries des autres, sans jamais, en contrepartie, obtenir de réelles garanties. S'agissant par exemple des instruments de protection de nos intérêts patrimoniaux, ce rapport met l'accent sur le fait que l'État ne s'est jamais donné le pouvoir de s'opposer aux acquisitions étrangères. Vous vous rendez compte, n'importe qui peut acheter n'importe quoi. Moi je dis que la défense de notre souveraineté nationale n'est plus assurée. Dans divers domaines, mais dans celui de l'aéronautique, c'est clair. Le même rapport de la Cour des comptes souligne que si l'État, de la fin de la guerre à la fin des années 80, a modernisé, adapté nos industries nationales de défense, fait reconnaître nos compétences dans le monde entier, maintenu l'industrie d'armement à un très haut niveau technologique dans la quasi-totalité des secteurs de la défense, ainsi que dans le domaine civil, s'il a renforcé, consolidé son contrôle d'actionnaire sans discontinuer, malheureusement, il n'en est plus de même. Depuis la fin des années 80, l'État a dangereusement diminué la voilure. Alors, est-il naïf? On peut l'espérer. On peut espérer que ce n'est pas autre chose. Il a cherché des partenaires étrangers et en définitive, il n'a trouvé que des concurrents. Mis la France en risque de perdre le contrôle pour ne pas avoir su arbitrer entre les intérêts souvent contradictoires. Je regardais un petit peu le montage, je me suis demandé qui avait pu négocier cette histoire. C'est un montage stupide, par exemple, entre Lagardère et l'État, dans le capital de EDS. Ils ont fait supporter à l'État intégralement sa participation de 15%, alors que cette charge n'a été que de 7,5% pour Lagardère, et encore, tenez-vous bien, ce dernier a fait supporter cette charge par le groupe Desirade dont il était actionnaire. En réalité, les capitaux propres de Lagardère n'étaient engagés qu'à hauteur de 0,72% dans le capital de ADS, tandis que nous, contribuables, on a payé le reste. Situation de faiblesse alors que se présente un marché mondial en pleine expansion. Il faut connaître un peu ce marché mondial.
Premier actuellement, mais ça dépend des années. Hein. Ils se tiennent par la barbichette. Premier, c'est Airbus avec 44% du marché mondial. Le second, c'est Boeing avec 43%. Vous voyez bien que les choses sont presque les mêmes. Les autres concurrents sont très très loin derrière. Il y a le Canadien Aubert. Il n'y en a pas un qui fait 10%. Hein. Il y a le Canadien Bombardier. Il y a un Chinois qui s'appelle Comac qui fait 4%. Et puis un Russe qui fait, lui, 2%. Seulement, entre nos parts de marché et les petites parts de marché des autres, il y a maintenant un phénomène important. La concurrence dispose d'énormes moyens financiers que nous ne possédons plus. Et notre place, maintenant, est loin d'être assurée sur le long terme. Alors, quand on regarde bien le dossier, le peuple est désinformé, les politiques ne sont pas très au fait des événements, nos finances sont en berne, et la perte de notre aéronautique est certainement programmée. Alors, je vais tenter une chose, de faire comme nous avons fait pour les eaux territoriales. On prend le dossier en charge et on va le défendre. Alors, je rappelle le poids des auditeurs de Radio Courtoisie pour les eaux territoriales. Nous avons gagné la partie, répétons-le, à ceux qui ne comprendraient pas pourquoi ces éditos. Alors, pour connaître un dossier, il faut mesurer actif, passif. Il faut aussi que l'on mesure les atouts, qu'on identifie les risques. On va essayer de faire une sorte de bilan. Alors, pour établir ce bilan, c'est extrêmement difficile. D'abord, il faut bien savoir que le capital de cette société se trouve non pas en France, c'est quand même quelque chose d'énorme, il se trouve dans les Pays-Bas. C'est donc une société de droit néerlandais. Alors, j'ai consulté les travaux du général Gallois, le rapport déposé au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les perspectives d'évolution de l'aviation civile à l'horizon 40. Alors, ce rapport a été établi par le sénateur Roland Courteau. Très bon rapport. Très très bon rapport. Pour la partie défense, vu le rapport d'avril 2013 de la Cour des comptes, très bon rapport aussi. Et un rapport, c'était étonnant, du député qui sera là tout à l'heure, Jacques Miard, sur l'espace européen, ainsi que le travail des officiers généraux, dont vous en connaissez un certain nombre qui viennent ici, qui sont membres du CNR de Jacques Miard ou du Forum pour la France que j'ai l'honneur d'animer. Et puis nous avons eu le travail de deux hommes de l'art, Éric Cavalier, Alain Reloux, celui de la chargée des relations extérieures du Forum pour la France et de l'attaché parlementaire du député Jacques Miard. Alors, lorsqu'on fait ce bilan, on va mettre un actif et on va mettre du passif. L'actif, l'aéronautique est une des rares industries où la France reste toujours un acteur de rang mondial. Alors, nous avons des superbes aéroports. Nous avons notre compagnie aérienne Air France qui est encore superbe. Nous avons des offres d'avions, domaine dans lequel notre pays reste le seul avec les États-Unis à posséder un grand constructeur, un grand motoriste et un grand spécialiste d'avionique. Voilà. Au passif, c'est un peu plus compliqué et un peu plus désolant. D'abord, la diffusion mondiale peu compréhensible des productions. Je vais vous citer un chiffre. J'ai été très étonné, donc vous devriez l'être aussi. Un A380, comprend environ 4 millions de composants industriels. Ces composants sont fabriqués par 1500 sociétés installées dans 30 pays. Vous vous rendez compte, cette situation est générée par deux choses. Premièrement, une recherche du moindre coût avec un risque pour la qualité dont dépend la sécurité quand même de nos avions. Et la deuxième chose, c'est que la zone euro est un véritable handicap à cause du prix de l'euro par rapport au dollar pour l'aéronautique. Au passif encore, à chaque négociation, nous perdons du terrain. Parce que nos dirigeants pensent que la France ne peut plus tout créer, tout produire, tout vendre, tout financer. Alors ils ont choisi de brader. Bon sang, s'ils étudiaient les dossiers, ils apprendront que sur le plan du génie, du savoir-faire, des hommes, des outils et des espaces, chez nous, tout est encore possible. Alors, reste un point dans ce passif, le financement. Là, c'est vrai qu'il existe un gros problème. D'abord, parce que les décideurs ont peur d'en appeler à l'épargnant français. Il y a longtemps qu'on n'a pas demandé aux épargnants français. Parce qu'aussi les directives européennes fabriquent une France vaincue, parce que l'idéologie ultralibérale et son tout concurrence nous entraînent vers notre naufrage. Lorsque l'on pense que Lionel Jospin et DSK ont préféré à la France souveraine une alliance avec un concurrent allemand,
qui devient de chaque jour plus agressif et qui désormais impose sa loi. Alors c'est pas des choses que l'on peut voir souvent dans les journaux, mais je vais citer quelques exemples. En 2000, les Allemands avaient déjà exigé des Français une répartition de la charge de travail pour qu'elle leur soit plus favorable. Et ils l'ont obtenu. Regardez les chiffres. Pour l'A320, création française, la charge de travail était répartie à 50-50. 50 France, 50 Allemagne. La demande des Allemands a été acceptée. La situation est devenue 12 pour Toulouse, 28 pour Hambourg, 4 pour la Chine. Vous voyez un petit peu l'abandon. Même situation actuellement avec l'A350. Son financement repose sur une aide répartie entre les États actionnaires. Alors, jusqu'à l'année dernière, chacun avait versé sa quote-part. Tout le monde, sauf un pays, l'Allemagne, qui doit toujours 650 millions uniquement pour exercer son chantage habituel afin de bénéficier d'un nouveau transfert de la charge de travail. Mais on va finir par tout donner, le travail, les avions, et peut-être qu'à la fin du mois, on signera un chèque pour leur faire plaisir. Il ne faut pas qu'on continue à se laisser dominer. L'aéronautique, c'est pour l'État un rapport de 20 milliards par an. L'aéronautique rapporte 20 milliards par an à l'État français. C'est 1 milliard investi chaque année dans la production. C'est 1 million d'emplois avec 170 000 emplois directs, dont 56% sont des ingénieurs et des cadres hautement spécialisés. C'est quand même une richesse extraordinaire. C'est vrai que le financement sera lourd parce que l'aviation civile sera confrontée dans les 30 ans qui viennent à des défis technologiques gigantesques sur l'ensemble des secteurs, des segments de la chaîne de valeur. Le nombre de passagers actuels va doubler. Tout a besoin de grands aéroports. Il faudra une disponibilité de combustible 2 fois plus importante qu'aujourd'hui. Assurer une gestion de la navigation aérienne, c'est déjà bouché, il va falloir qu'ils fassent très attention. Et puis, ils vont avoir à traiter un phénomène pratiquement inconnu, la cohabitation avec les drones d'utilisation civile. Mais bien sûr, tout ça c'est lourd. Mais si nous passons à côté, nous n'avons plus rien pour rester une grande puissance. Il faut absolument que la France investisse aujourd'hui dans la production. C'est pour les emplois, c'est pour les recettes, c'est pour la grandeur de demain. On va parler un peu d'espace parce que l'espace, c'est lui aussi est l'avenir. Alors, espace militaire, espace civil. Pour l'espace militaire, la question des lanceurs est la plus importante, car la difficulté pour un État est de développer ses propres satellites militaires en s'assurant de pouvoir les lancer de façon indépendante. Et effectivement, si vous allez les faire lancer par le voisin, vous tombez sous la coupe du voisin. Or, la France, là, elle possède cet atout avec Kourou. Là aussi existe une certaine naïveté. Je regardais dans les dossiers. La France partage sa base avec beaucoup d'États. En assurant à elle seule 80% des dépenses, on donne quand même beaucoup et on reçoit très peu. L'espace, il doit impérativement être protégé, car les technologies spatiales représentent un intérêt national vital, que ce soit pour le civil, que ce soit pour le militaire. Pour l'espace militaire, sa puissance est bien évidemment territoriale. Or, la France, seconde puissance maritime avec ses territoires d'outre-mer, possède le meilleur espace, atout extraordinaire que nos territoires d'outre-mer pour lesquels nous nous battons chaque jour. Cette puissance de l'espace se manifeste désormais sur des espaces communs, chacun peut le comprendre, la mer, l'air et l'espace, avec l'obligation pour les États de contrôler et de maîtriser les flux qui traversent ces espaces. Là aussi, la France sait faire et réalise des prouesses. La maîtrise de l'information devenue essentielle pour une économie nationale comme pour sa défense, cette maîtrise-là, elle repose sur des satellites en orbite que la France a déjà installés. Télécommunication, observation, navigation, localisation, synchronisation. Dans le domaine civil, l'omniprésence des activités spatiales dans nos vies de tous les jours crée une vulnérabilité. L'espace est devenu, dans de nombreux systèmes comme le GPS, susceptible de recevoir des attaques extrêmement dommageables. On le voit tous les jours. Il y a des pays spécialisés dans les attaques. Je vais même les citer. Il y a la Russie et il y a la Chine. Et cela rend nécessaire la mise en place d'une surveillance que la France installe actuellement. Dans le domaine militaire, l'espace protégé est devenu indispensable, chacun peut le comprendre. Il faut que nous connaissions les situations, il faut que nous mettions en place des opérations, et c'est cette connaissance des situations qui permet la mise en place de ces opérations. Il permet le déploiement des capacités de renseignement, accroît l'efficacité et la précision des opérations militaires. Un tout petit effort, mais vraiment un léger effort, et la France sera une grande puissance dans ce domaine.
domaine du spatial réservé aux militaires. La France est une puissance affirmée. Alors, elle possède des choses. Un commandement interarmé de l'espace, une direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information pour les télécommunications, une direction du renseignement militaire pour les moyens d'observation, un commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes pour la surveillance de l'espace. Voilà. Avec tout ça, on existe quand même sur la scène internationale, alors que dans d'autres domaines, on est en train de s'effacer. Nos capacités en matière de communication sécurisée par satellite sont fondées sur 2 satellites et qu'un troisième doit rejoindre, je crois que c'est à la fin de l'année ou au début de l'autre. Voilà, on a des atouts là qu'il ne faut surtout pas abandonner. En matière d'observation, nous disposons actuellement de 2 satellites militaires en orbite basse dans les domaines visibles et infrarouges. Et depuis la fin 2011, nous disposons du premier satellite Pléiade dont les images sont reçues en couleur. Je suis pas assez technicien pour savoir s'il y a un avantage, mais elle permet surtout de recevoir des images en 3 dimensions. Un second satellite de la même capacité doit rejoindre le premier. Domaine du nanosatellite. La France va créer bientôt, c'est en cours de route, une filière de production. Un de ces engins a déjà été créé, Robusta, il a été lancé depuis Kourou. Il s'agit d'une production qui émane d'un centre spatial universitaire, ce sont des élèves qui ont fait ça. La France possédera à Toulouse une capacité de production et de qualification, avantage détenu actuellement par le seul Japon. La France sera donc la 2e puissance mondiale dans ce domaine. Alors Ariane 5, tout le monde connaît, qui a propulsé la France sur le devant de la scène mondiale. Alors Ariane 5 va être remplacé par Ariane 6. L'intérêt de cette affaire, c'est que Ariane 6 va permettre une réduction de 30% des coûts de lancement. C'est énorme, 30% c'est énorme, parce que ça coûte très cher un lancement. Cette fusée nous fera conserver notre place de numéro 1 sur le marché des lancements des satellites commerciaux. Et rappelons que c'est François Fillon qui a commandité l'affaire et mis 250 millions en provenance du grand emprunt. Une fois n'est pas coutume, merci Monsieur le Premier ministre d'avoir travaillé pour la France. C'est pas dans tous les cas, mais là, il y avait urgence d'ailleurs dans cette affaire à cause de la progression extrêmement rapide de la concurrence qui vient de toutes les parties du monde. Toutes les parties du monde travaillent sur cela. Alors, on a un superbe actif avec de nombreux atouts. Seulement, voilà, ces domaines qui étaient entièrement français ont eux aussi été offerts à des États membres de l'Union européenne qui n'ont rien apporté ou pas grand-chose. Vous comprenez alors pourquoi cet édito. Il faut qu'on prévienne du mal afin que les Français poussent le politique et le financier à conserver le maximum d'atouts et de brevets dans le giron national. À force de tout abandonner, on est en train de tout perdre. Nous devons défendre le centre spatial de Kourou, le centre national d'études spatiales, la filière Ariane. Nous devons garantir un accès défendu à l'espace. Nous devons nous battre pour que les positions françaises restent des atouts français, un savoir-faire français et l'ensemble d'une industrie française. Ça, sans ce combat, et je voudrais prévenir tout le monde, il n'existera plus de France puissance. Pour Ariane 6, nous ne devons rien céder aux appétits des voraces et conserver au moins, il faut le souligner, 50% du retour industriel en France. C'est urgent. La décision finale doit être prise en novembre 2014. Il reste 1 an pour trouver le financement, c'est-à-dire 3 milliards que nous devons prévoir pour rester les premiers et conserver notre savoir-faire plus les recettes fiscales. Pour ce financement, le danger réside dans la volonté de certains, ça c'est extrêmement grave, d'en appeler au marché financier. Alors, on va pas faire un cours sur les marchés financiers, mais on sait bien que les fonds de pension sont pas de chez nous. En majorité, ne sont pas de chez nous. Si jamais on s'adresse au marché financier, ils auront un point d'appui contre nous et nous serons obligés de faire ce qu'ils vont vouloir que nous fassions. C'est la France qui doit trouver sa part de financement. C'est pas le fonds de pension, machin ou truc. Il faut que le pouvoir ose s'adresser directement aux Français afin que la nation reste souveraine. Je vais reprendre les propositions que je fais depuis longtemps. Relançons les obligations garanties par l'État avec un taux suffisant pour attirer des milliers d'épargnants. Je suis assez âgé pour avoir connu cette époque. Je travaillais à la banque à l'époque, lorsque nous avons fait la sidérurgie, lorsque nous avons fait EDF, lorsque nous avons fait le gaz de France, lorsque nous avons fait etc., etc. Tout
nous vivons actuellement sur une rente qui vient de cette époque-là grâce au financement des Français. Alors, il faut que nous fassions, je lisais les articles dans la presse qui allaient contre un petit peu tout ça. Alors, par exemple, on nous dit, vous savez, à chaque tir à Kourou, ça nous coûte 20 millions. Mais jamais ne sont comptabilisés les retombées sur l'industrie, les progrès engendrés, les emplois fournis dont nous bénéficions de plus, les garanties d'indépendance que cela nous apporte, et puis cette image de la France qui est conquérante et qui s'exporte. Restons réalistes, les industriels ne peuvent plus assurer seuls ni l'investissement, ni la part du risque de tels projets. L'avenir de l'aéronautique française dépend donc d'un partage du financement entre État, industriels et épargne des Français. Le retour sur investissement dans ce domaine est de 10 ans, on le sait. Le volume de la recherche, lui, représente entre 13 et 17% du chiffre d'affaires. C'est lourd, mais il s'agit d'une affaire d'État avec laquelle, à l'export, nous sommes largement excédentaires. On n'a quand même pas beaucoup de domaines où nous le sommes. Alors préservons ça. Chacun le comprend, il s'agit de conserver l'un de nos rares avantages industriels et surtout, la place de la France dans le monde. Il faut maintenir sur le long terme les soutiens publics à la recherche aéronautique, soutiens dont l'étude des rapports prouve qu'elles s'altèrent actuellement. D'ici peu, elles ne permettront plus d'assurer l'avenir de notre aéronautique. Remettons à niveau, dans leur durée, les crédits alloués à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, parce que nos concurrents partenaires financent chez eux et grassement leurs propres centres de recherche. Je vais citer un exemple. L'UFO, chez les Allemands, bénéficie de beaucoup d'argent, alors que les nôtres pas. Il nous faut simplement trouver 80 millions par an. C'est un investissement peu lourd, mais des plus rentables. Même chose pour le financement des projets du Conseil de la recherche aéronautique. Il s'agit là encore de l'avenir de la France. Pourquoi n'associons-t-on pas les PME, les ETI? Elles tireront sur le moyen terme d'immenses résultats. Alors, le monde aéronautique, il change. La France doit s'adapter et surtout ne pas perdre pied. Regardons les faits. 10 000 drones seront utilisés dans le monde d'ici 2017, 30 000 d'ici 2025. À l'actif, nous avons 60 opérateurs qui utilisent 150 drones de 2 à 4 kilos et 4 de 26 kilos. La France a déjà réglementé l'usage des drones pour l'utilisation de l'espace aérien. Elle est le premier pays à avoir réalisé cette prouesse dans le monde. Continuons dans cette voie. Au passif, nous aurions dû aller plus vite, créer une mission intergouvernementale, créer une filière. La France, n'en doutons pas, possède du génie pour l'aéronautique. Alors, ne ralentissons surtout pas, parce que l'aéronautique, c'est l'industrie de l'avenir et c'est l'avenir de la France. Nous possédons des sociétés phares. Je regardais Safran et son projet de turbopropulseur. Il doit réduire les consommations de plus de 10%. Quel avantage! Pour la diminution du bruit des avions, nos sociétés occupent les premiers rangs. On regarde dans chaque domaine de l'aéronautique, une société française se tient au premier rang, toujours. Alors bon sang, préservons cet atout essentiel. La feuille de route, vous savez, pour créer des grandes entreprises, il faut une feuille de route, même pour l'État, s'il veut. Et le meilleur pour écrire ces feuilles de route, c'est une société française, Corac. Seulement, il faut écrire une feuille de route cohérente pour l'ensemble du secteur de l'aéronautique. Activons les coopérations entre les intervenants, ceux de Toulouse, de Nantes, mais aussi avec d'autres secteurs potentiels disséminés partout en France. Organisons la recherche sur les aéroports de l'avenir. Il s'agit aussi de réparer les dégâts, ceux créés par les politiques qui ont décidé que notre aéronautique devait être partagée, qu'il fallait trouver des partenaires, qu'il fallait cesser de penser français, qu'il fallait recouler Europe. Inversons le processus. La fusion de l'aérospatiale Matra avec l'allemand DASA et l'espagnol CASA, rejoint ensuite par l'Angleterre, a été une catastrophe. Sur une échelle de 10, la France représentait 6, l'Allemagne 3, l'Espagne et la Grande-Bretagne 1 ensemble. Aujourd'hui, la France se retrouve à égalité avec l'Allemagne, c'est plus que de la naïveté. Chers auditeurs, la France n'a pas vocation à financer ceux qui lui prennent ses brevets, son savoir-faire, son travail, ses bénéfices en se mode candelle. Redevenons grands et cessons de nous faire étriller. L'aéronautique française a pris le dangereux chemin de la folle intégratrice des européistes BA. L'avion Airbus est une conception, une création, une production française. La béatitude de quelques-uns, on a fait un avion du machin européen qui, faut pas se leurrer, en fera cadeau à d'autres.
Jean-Luc Gréau, l'économiste de talent, a qualifié l'affaire Airbus de mensonge européen. Il a raison. Donner, donner, donner encore, donner toujours sans rien obtenir en contrepartie est criminel. Et cette politique d'abandon de certaines élites doit cesser. Alors, toujours penser Europe. Certains tuent l'aéronautique française et la France. Bien sûr, ils vont nous traiter d'anti-européens. Oui, merci. D'être incapable de voir plus loin que le bout de nos frontières. Pourquoi pas? De ne pas comprendre le monde qui est en train de naître. Alors là, je dis non. Nous nous battons pour placer notre pays aux meilleures places pendant qu'eux abandonnent la France. Il y a quand même une différence. Celui qui a compris, c'est quand même ceux de notre côté. L'aéronautique est le combat amené comme celui de nos eaux territoriales. Une fois de plus, les auditeurs de Radio Courtoisie seront des acteurs qui aideront nos avions, nos lanceurs, nos fusées, nos drones, nos satellites, bref, tout le secteur de l'aéronautique pour que ce fleuron de l'industrie française reste sous le contrôle de la France et surtout reste sa priorité. Je vous remercie. Merci Henri. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri Foucrault, assisté de Lydie Cassarin-Grand. Dans notre studio vient d'arriver Jacques Miard, député maire de Maisons-Laffitte. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, monsieur le député. Nous attendons Alain Cotta, professeur de sciences économie. Par téléphone, nous aurons Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Au début de notre deuxième partie d'émission, nous aurons Gilles Gros, directeur de la société Validi. Et à 20h10, Gilles Carrez, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Voilà, Henri. Je vous remercie, Lydie. On va donc discuter jusqu'à 19h avec monsieur le député Jacques Miard. En attendant, monsieur Ciotti, et vous rebondirez après, bien sûr, sur des problèmes qui vous importent et sur lesquels vous êtes bien engagé. Après, Gilles Carrez, ça c'est vraiment votre... Après, vous allez être... Je voudrais quand même, avant, monsieur le député, vous vouliez... Oui, moi je voudrais réagir sur votre éditorial, dont j'ai entendu la partie in fine, mais qui me paraît frapper au coin du bon sens, puisque vous évoquez la politique industrielle de la France. Et donc, le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle dans ce pays. Il n'y en a pas au niveau français et pas au niveau européen. Comme nous sommes dans un marché unique, il est clair qu'il nous faut aussi avoir une politique européenne. Hier, nous avons auditionné Monsieur Barnier, commissaire européen au marché intérieur, sur justement le fait que le budget français est transmis à la Commission pour des critiques éventuelles, ce qui est franchement scandaleux de ma part, de notre part, parce que j'estime que c'est un abandon total de souveraineté. Mais je l'ai attaqué en disant que de toute façon la politique qui était celle aujourd'hui de la Commission était une politique à la Laval, une politique de déflation qui nous conduisait dans le mur, on le voit partout en Europe. Et je lui dis, où est la politique industrielle en France et en Europe? Alors il a dit, mais je m'y active, mais tout ça ce sont des mots, en réalité il n'y en a pas. Et effectivement, je crois qu'il ne faut pas attendre de l'Europe une politique industrielle. Je crois que ce qui va être obligatoire pour nous, c'est que nous faisions une politique industrielle et qu'au besoin, si cela heurte certains concepts européens tels que le tout concurrence, eh bien tant pis. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut taper du poing sur la table pour pouvoir défendre notre industrie. Alors vous avez parlé de l'industrie aéronautique, effectivement. Ça a été un choix politique que de vouloir créer EADS de droit néerlandais, comme vous le savez, ce qui est quand même un peu fort de café. Tout ça pour des affaires fiscales. Et nous avons mis surtout sur le plan de la stricte égalité l'Allemagne, notamment dans les hélicoptères, ce qui était une faute. Absolument. Ce qui était une faute parce que l'industrie des hélicoptères français était bien plus performante que l'industrie allemande. Donc, pour des raisons politiques, c'est-à-dire la volonté de considérer l'Allemagne à égalité, je peux vous dire que c'est pas les Allemands, lorsqu'ils sont puissants dans un domaine, ils ne partagent pas vraiment. Donc là, ça a été une faute, et je crains fort que cette belle machine EADS n'en supporte à terme les conséquences. J'ajoute que pour ce qui est d'Airbus, Airbus certes a été une volonté française, nous l'avons poussé, nous l'avons créé. Je rappelle au passage qu'elle a même été créée sans accord international. C'est-à-dire que c'était la volonté du gouvernement de pousser, mais il n'y a même pas un accord international à la base. Il y a ce qu'on appelle les mémorandums d'entente
qui sont des actes politiques, des résolutions politiques, et que d'ailleurs les British en sont sortis récemment parce qu'il n'y a pas d'accord international réel. Mais ce qui est certain, c'est qu'Airbus représente un succès énorme de l'industrie française et aussi de nos partenaires européens, mais il faut voir les choses. Il n'est pas franco-français, il n'est même pas franco-européen, il est franco-américain, franco-euro-américain. Bien sûr. Je rappelle les chiffres. Lorsque c'est un moteur General Electric Stegma, la composante américaine descend à 35%, lorsque c'est un Pratt Whitney, c'est 50%. Et pourquoi? Parce que les Américains ont une industrie aéronautique qui n'est plus à illustrer, mais aussi parce que la cherté de l'euro a fait qu'un certain nombre de nos activités ont été délocalisées. Et surtout notamment dans un domaine où tout est payé en dollars, et vous savez que les Américains ont laissé filer le dollar pour être compétitifs. Donc on est véritablement, dans ce que vous venez de dire, au cœur, je dirais, de l'enjeu primordial français aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport de Madame Lauvergeon, qu'elle vient de remettre au président de la République, sur les domaines d'innovation. Ce rapport est intéressant. Pourquoi? Parce que ils ont choisi de renforcer véritablement les domaines dans lesquels la France est, forte. C'est-à-dire, il y a cette ambition, dit le rapport, et donc je vais les énumérer parce que le rapport, j'avais rencontré Anne Lauvergeon récemment à la Maison de la Chimie. Mais aujourd'hui, je peux énumérer les 7 points. Alors, il y a par exemple le stockage et le développement des énergies renouvelables, dans lequel, effectivement, notamment l'électricité. Il y a le recyclage des matières, des métaux rares. Il y a les richesses marines, bien sûr. Oui. Il y a les protéines végétales, la médecine individualisée, là, dans laquelle nous avons l'économie des personnes âgées, c'est-à-dire l'économie d'argent, puisque pour parler français, la valorisation des données massives, c'est-à-dire en informatique. Et donc, dans ces domaines-là, elle propose ce qui peut se défendre, qu'on mette le paquet. Et ce que je lui dis, j'ai posé une question en disant, n'oubliez jamais que pour mettre le paquet, l'État peut bien sûr faire sa part, et il doit faire sa part. Moi étant jacobin gaulliste, il y a un moment aussi, il faut quand même qu'il pousse à la roue. Mais ce qui est primordial pour notre industrie, notre économie, c'est qu'il y ait une synergie entre tous les acteurs économiques. Et savoir, et l'exemple allemand nous le prouve. L'exemple allemand, il se caractérise en matière industrielle par une entente très forte, tacite, entre le gouvernement, c'est-à-dire l'État, le patronat, c'est-à-dire l'industrie, les syndicats, les chercheurs. Oui. Et c'est-à-dire que c'est ce qu'ils appellent le Standort Deutschland, c'est-à-dire privilégier l'industrie allemande et tenir les choses. Et puis il y a un deuxième aspect qui est très important, vous le savez, dans l'industrie allemande, c'est, et là Anne Lauvergeon l'avait d'ailleurs souligné également, parce que chez nous, vous savez les grands groupes vis-à-vis des sous-traitants, ce sont les donneurs d'ordre. Et donneurs d'ordre, c'est dans une hiérarchie de commandement, alors que ça devrait être dans une hiérarchie de partenariat. Voilà. Et ça, c'est la grande force de l'industrie allemande, où moi, je ne suis pas un homme d'entreprise, je connais la macroéconomie, mais on voit très bien, effectivement, elle disait, mais on a inventé ce concept de donneur d'ordre qui est à l'encontre de ce que devrait être un pacte industriel. C'est-à-dire que s'il y a une crise, c'est pas les gros qui vont faire souffrir les petits, il faut ensemble, ils permettent aux petits comme aux grands de traverser la crise. Et donc ça me paraît très important. Donc il y a un point très important qui me semble revenir maintenant quand même d'actualité, c'est qu'on commence, ça a commencé avec le gouvernement ancien sur le grand emprunt, on commence à comprendre enfin qu'une économie de service ne mène nulle part. Ça, c'est clair. Et qu'il faut une économie, à la fois de production, d'industrie, et puis des services qui viennent là-dessus, mais à condition qu'on ait le savoir-faire de la production. Et là, je vais vous donner un exemple d'actualité. Actuellement, il se passe des choses graves
effectivement en Bretagne. En Bretagne, il y a un dépérissement, il y a même la fermeture d'un certain nombre de sites industriels, et notamment agricoles. Et il faut bien comprendre que c'est grave. Pourquoi ? Parce que ce qui est fait au niveau de la production agricole a un effet d'entraînement très fort, surtout, je dirais, l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que là où on produit 4% en produits de denrées agricoles, en valeur ajoutée, on a 20% dans l'agroalimentaire. Et donc, enfin, il faut reprendre, je dirais, l'idée que, et ça, bon, il y a des essais de la part de ce gouvernement, même si je n'approuve pas toute sa politique, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut à tout prix réhabiliter l'industrie dans l'esprit des Français, et que ce que nous a dit M. Fourastier a été une catastrophe. Ah, absolument, oh là là. A été une catastrophe, car il a prôné une industrie de service, une industrie, c'était allé même au summum, une industrie sans usine, eh bien c'était une belle bêtise. Ah là là. Mais il y a un préalable à tout ça. Le préalable à tout ça, c'est qu'effectivement, nous soyons capables d'avoir une compétitivité retrouvée, c'est-à-dire c'est la valeur de l'euro, désolé de le redire, Bien sûr. mais on va le redire. On va le redire. Et c'est aussi la nécessité que l'épargne des Français s'investisse en France et ne fuit pas. Et ne fuit pas le pays. Et aille dans le productif. Et aille dans le productif, et notamment dans les actions, et pas simplement dans l'assurance vie. On est d'accord. Parce que l'assurance vie, on le sait, c'est essentiellement l'achat à travers l'assurance vie d'un certain nombre de bons du Trésor. Alors ça finance la dette, alors qu'il faut diriger notre épargne aussi vers l'actionnariat dans l'industrie et pour pouvoir investir en haut de bilan. Donc c'est un sacré enjeu qui passe très certainement par une remise à plat des règles de concurrence pour qu'on favorise bien sûr des champions français voire européens, et qui passe par une véritable conception, élaboration d'une politique industrielle. Je voudrais dire aux auditeurs que d'abord je suis épaté de la connaissance de Jacques Miard sur le dossier de l'aéronautique. Il n'était pas au courant du tout que je lançais l'édito. Alors, pour revenir sur ce qui est d'édito, il y a des auditeurs qui à chaque fois me disent c'est éditorial, pas édito. Oui, mais excusez-moi, j'ai déposé la marque, donc c'est édito, mais les bouquins que j'imprime sont édito, et je resterai sur édito. C'est pas une catastrophe, et puis chacun comprend bien ce que c'est un petit clin d'œil. Mais Jacques Miard a repris il arrivait donc il m'a pas entendu, a repris une partie des choses que j'avais dit, c'est-à-dire qu'il a une maîtrise totale du dossier de l'aéronautique, et heureusement que des parlementaires connaissent ce dossier, parce qu'on avait l'impression quand même que c'était passé au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Alors je voudrais rajouter, avec votre permission Henri, nous allons passer plusieurs heures ce soir ensemble, et j'en profite pour marteler un certain nombre de choses. Parce que tout est dans tout et réciproquement en matière économique et notamment en matière industrielle. Et donc, certains vont vous dire, mais ils sont très nationaux, ils refusent les coopérations, etc. Faux. Ah non, c'est pas ça. Faux. Simplement, lorsque vous faites un projet industriel de coopération, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un chef de file. Et ce chef de file, nous en avons beaucoup. Nous sommes capables de piloter des projets menés à terme. Et à ce moment-là, quand il y a un chef de file, les autres des entreprises européennes, voire américaines, peuvent venir s'agglutiner, coopérer avec le chef de file pour réaliser un projet. Mais de grâce, ça ne doit pas être justement le modèle de la ADS 50-50 avec l'Allemagne par exemple, parce que à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion. Et donc, le modèle que l'on doit véritablement défendre, c'est le modèle Dassault. Lorsque Dassault construit un avion qui est le 7X, il est le pilote. Oui. Et il y a des entreprises, les meilleures sur le plan européen, qui viennent s'agglutiner dessus, qui viennent coopérer. Il y a des Suédois notamment. Et ça donne la force du projet. Oui. Donc, qui est en coopération, mais avec un pilote dans l'avion. Absolument. Et puis il y a un deuxième point sur lequel je vais insister, parce qu'on est souvent en aéronautique dans l'industrie de l'armement. Et là, je voudrais revenir sur le projet des négociations Europe-États-Unis. Et là, nous devons veiller au grain, nous, Français, pour que l'industrie de l'armement ne soit pas mise en libre concurrence entre l'Europe et les États-Unis, car si
nous sommes en libre concurrence avec les États-Unis, compte tenu, je dirais, de la puissance de fabrication des Américains dans ce domaine. Il n'y aura plus d'industrie française et européenne. Oui. C'est-à-dire qu'on doit être dans un domaine dans lequel on doit faire attention comment se fait la concurrence et on doit faire attention à protéger notre industrie française qui est aujourd'hui, en matière de défense, la seule qui reste véritablement en Europe. Ah oui, donc absolument. soyons extrêmement vigilants et nous le sommes, je le serai, pour que effectivement il n'y ait pas la volonté que voulaient les Allemands, d'ailleurs, je vous le signale, que voulaient les Allemands, la volonté d'ouvrir totalement ce marché à la libre concurrence. Bien sûr, et on parce comprend pourquoi. qu'à ce moment-là, nous perdrions véritablement la maîtrise de notre industrie. Monsieur le député, on reviendra un jour, pas aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de sujets, mais on reviendra un jour sur la position des Allemands parce que j'ai l'impression qu'ils deviennent le petit caniche de l'Amérique qui est en train de se recentrer actuellement. Et ils vont mener ces gens-là une lutte contre l'industrie française, c'est déjà fait depuis longtemps, mais aussi les tentatives de coopération entre la Grande-Bretagne et la France, et ça je le sens arriver. Tout à l'heure, vous avez parlé de déflation, monsieur le député, et puis vient de sortir un chiffre alarmant. En septembre dernier, les prix ont baissé de 0,02%, c'est-à-dire qu'on commence le domaine de l'inflation, de la déflation, pardon. Dans le même temps, au dernier trimestre, il y a une hausse des faillites de 7,5%, ce qui devient quand même catastrophique. Alors, je voudrais signaler juste aux auditeurs qu'il va sortir des chiffres là d'ici très peu de temps avec une augmentation des créations d'entreprises. Mais la création d'entreprises, c'est des créations d'entreprises à la personne. Il y a une personne qui va s'occuper des vieux, etc. C'est pas des entreprises industrielles et c'est surtout pas des entreprises qui créent des emplois. Et puis, il y a aussi, on est dans l'industrie et on est aussi dans l'économie, monsieur le député. Il y a Alcatel qui devient un des rares groupes technologiques français de stature internationale qui va très mal. Donc notre économie en ce moment va très mal. Alors, ce que vous dites est exact et donc ça permet de dire quelques mots sur les propos méthode Coué du gouvernement, de monsieur Moscovici en particulier, en disant la reprise est là. Malheureusement, elle n'est pas là. Non. L'amélioration qui a eu lieu en termes est passée par la consommation parce qu'on a eu un printemps qui était maussade, donc les gens ont dû plus chauffer, etc., des choses comme ça. On a aussi une légère recomposition des stocks des entreprises. Malheureusement, les indicateurs véritablement qui montrent que la reprise n'est pas là, c'est le fait que les investissements continuent de baisser. Bien sûr, c'est grave. Et ça, c'est très grave, puisque c'est environ moins 7 à chaque fois. C'est très grave parce que on n'investit plus. On investit d'ailleurs très peu dans ce pays depuis 2001-2002. Et là, on ne peut pas l'accepter. Donc, la reprise n'est pas là, contrairement à ce que veut bien dire le gouvernement. Et la légère amélioration sur l'emploi provient d'emplois administratifs. Et puis d'un bug aussi. Il y a eu un bug, mais vous isolez le bug, etc. Vous apercevez alors qu'il y a eu un léger mieux, mais qui est du tout simplement au fameux emploi d'avenir. C'est-à-dire qu'ils sont financés par les autres. Et donc, c'est pas acceptable. Ce sont pas des emplois, ce sont des emplois administratifs. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement grave. Même si ça permet à certains jeunes de mettre le pied à l'étrier, je n'ai pas certain que ce pied à l'étrier va leur permettre de faire une cavalcade qui va durer. Je crains le contraire. Et tout est dans tout réciproquement. Le problème de la politique qui est pratiquée actuellement au niveau européen, c'est celui où on veut réduire les déficits budgétaires et on confond, je le répéterai jamais assez, je l'ai redit hier à M. Barnier en commission, au ministre Repentin sur les affaires européennes, on confond les conséquences avec les causes. Absolument. Les conséquences, c'est le déficit budgétaire qui s'est aggravé puisqu'on va atteindre bientôt 95% du PIB en France. Et les causes, c'est la perte de compétitivité et le fait aussi que les entreprises sont surchargées de prélèvements. Et de surcroît... On bat les records, là, en ce moment. On est en train de battre les records. Et surtout, on est en train de tellement taxer les ménages que la légère croissance qu'on avait connue
dans les années passées, était due essentiellement à la consommation des ménages. Absolument. Si, dès lors, les ménages perdent du pouvoir d'achat, eh bien, c'est autant de consommation qui ne se fait pas et d'entreprises qui n'arrivent pas à tourner. Pour ça, le chiffre de mois de septembre. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri Foucrault, assisté de Lydie Cassarin-Grand. Actuellement dans notre studio, Jacques Miard, député maire de Maisons-Laffitte. Oui, j'ai un message, Henri, d'un auditeur. Alors, qui était cet auditeur dirigeant d'une grande industrie de la défense. J'en ai été le témoin et tenir les propos, c'est au sujet de votre éditorial, et tenir les propos que vous tenez vous conduisent rapidement et sans explication à Pôle emploi, témoin de manipulation et d'opérations sur les capitaux de nos fournisseurs. Je me suis retrouvé très vite à prêcher dans le désert. Les cadres témoins de ces manipulations ont peur, soit ils sont corrompus, soit ils travaillent pour une puissance étrangère. La DCRI est incompétente et se saisit peu de ces dossiers. J'en ai déduit que notre administration est infiltrée, ce qui n'est pas si étonnant quand on relit notre histoire, comme c'est ce qui est arrivé à Charles Mangin en 1925. Alors, je voudrais rebondir, et puis je donnerai la parole après au député Jacques Miard. Je voudrais répondre. Justement, ce que les gens voudraient que j'appelle éditoriaux et que j'appelle mes éditos sont faits pour ça. Je peux me permettre et j'ose. Personne ne peut plus faire pression sur moi. Je suis à la retraite. Mais il est vrai qu'il y a quelques années, c'était difficile. L'auditeur a absolument raison. Nous sommes en train de perdre notre aéronautique uniquement parce que des négociateurs ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils roucoulent l'Europe, etc. Bravo, monsieur l'auditeur, et je pense que le député Jacques Miard va aussi intervenir à ce sujet. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que la totale liberté, notamment financière, qui règne au niveau mondial, permet tous les coups tordus. Ouais. Tous les coups tordus, et c'est là où on fait preuve d'une certaine naïveté, par exemple, dans justement la prise de société. Il y a eu quelques avancées, notamment pour essayer de bloquer la prise de contrôle par certaines sociétés en abaissant le taux de blocage qui était à 35%, si mes souvenirs, ou 33%, et elle a baissé à 30%. C'est ça, voilà. Ça va baisser encore. Mais ça permet effectivement pour un actionnaire français minoritaire de bloquer une OPA. Mais cela étant, il faut aller au-delà. Aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent le Conseil pour les contrôles des foreign investments, c'est-à-dire les investissements étrangers. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon édito, je le soulignais, mais rappelez-le parce que c'est extrêmement important. Voilà, c'est-à-dire que il y a des moments où il faut savoir garder la maîtrise d'un certain nombre de secteurs et empêcher, bien évidemment, que certains acteurs étrangers, notamment des fonds souverains, puissent prendre position dans des industries. On voit par exemple arriver, sur le marché européen et français, Huawei, c'est-à-dire ce géant des télécoms chinois, qui est une émanation, qui est totalement possédée par l'armée chinoise, etc. Alors, bien sûr, ils peuvent investir en France et créer des emplois. Mais il ne faut pas être naïf. Ah non, non. Il ne faut pas être naïf. Car s'ils ont accès à un certain nombre de brevets, ils les exploiteront à leurs fins. Absolument. Et pas aux fins de l'industrie française. Donc là encore, les Américains pourraient vous montrer les exemples. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des règles dans lesquelles lorsque une société française va acquérir une filiale qui touche à des domaines de défense, le directeur de cette filiale doit être américain. 2, le propriétaire français n'aura jamais accès aux brevets qui sont dans une boîte noire américaine. Et j'ai déjà cité à cette antenne ce qu'un jour la représentante de ADS m'avait dit à Washington. Vous avez un étage on va dire 7 étages dans lequel il y a EADS. 6 étages sont EADS succursale Europe. Et il y a un 7e étage dans lequel il y a une société achetée par EADS qui fonctionne en autarcie. Et qui, à chaque fois où la directrice de ADS Europe arrive au 7e étage, elle doit remplir les papiers comme si elle était une étrangère,
et parce que l'ensemble de la société est sous le contrôle le département de la défense américain. Donc c'est assez curieux, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Oui. Donc il y a des exemples, et nous devons faire attention dans un certain nombre d'investissements étrangers qui ne sont pas tout à fait neutres. J'avais dans cette société que vous avez citée tout à l'heure, lorsque j'ai fait un dossier sur la Chine, découvert que le patron d'alors de la société, c'était peut-être plus le même, était un colonel chinois qui était des services secrets chinois avant. Donc ça explique bien ce qu'ils veulent faire. Alors, nous avons... Nous essayons de joindre Éric Ciotti, député des 3 minutes encore. Alors... Je voudrais juste dire un mot sur l'histoire du pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat des Français a fortement baissé, et je vais signaler une anecdote tout à fait symptomatique, parce que j'ai eu dans ma ville une brocante où il y avait 660 exposants, et donc j'ai passer le temps à aller voir les uns les autres, et j'ai interrogé si les exposants avaient mieux vendu que l'an passé. Tous, sans exception, m'ont déclaré qu'ils avaient fait des recettes la moitié moindres que celles de l'an passé. Donc, y compris pour vendre parfois des vêtements d'enfants, pour vendre des choses. Donc, vous voyez bien l'impact actuellement de la baisse du pouvoir d'achat sur l'économie, y compris les brocantes. On voit bien, d'ailleurs, c'est le chiffre que je citais tout à l'heure, avec une baisse de croissance de 0,2%. C'est grave, c'est beaucoup plus grave. La déflation est beaucoup plus grave. Alors il y a une question qu'un auditeur nous a posée sur le problème de la déflation, mais je vais demander à Alain Cotta de répondre tout à l'heure dès qu'il va être dans le studio. C'est technique et c'est très économique. Alors, peut-être une question... J'ai un message d'un auditeur, j'ai pas eu le temps de le déchiffrer, mais enfin bon, excellente émission, comme ça parle bien. Merci, allez-y. Méfiez-vous toujours de la fin. Oui, la France part lentement à la dérive. Nous aurions besoin pour nous en sortir d'hommes et femmes cultivés, intègres et courageux, comme monsieur le député Jacques Miard ou récemment monsieur Henri Guénaud. Bravo pour cette émission et aux invités qui nous expliquent clairement, sans dialectique, les événements d'actualité avec leur mise en perspective permettant à l'auditeur de mieux les comprendre. Vous êtes le phare qui nous éclaire dans une France prise dans le brouillard et la confusion des idées. Bravo à monsieur Henri Foucrault qui a la courtoisie de laisser s'exprimer ses invités jusqu'au bout de leurs pensées sans les interrompre. Bravo messieurs, continuez. Alors, je ne sais pas si nous sommes le phare. Je ne l'ai pas payé, monsieur. Non, je ne sais pas le phare breton ou le grand timonier d'Orient, n'est-ce pas? Bon, merci à cet électeur. Oui. Je veux dire une chose. Cette radio a effectivement un très grand avantage. Il n'y a pas de publicité. On peut s'exprimer calmement, longuement, dans les émissions qui peuvent être 2 heures. Alors, au passage, il faut tenir la distance, parce que, heureusement, l'actualité est toujours très riche et nous permet toujours de commenter. Mais cela étant, moi, j'ai pas pris le parti dans cette émission de me répéter plus que me contredire. Voilà. Et donc, en matière de politique industrielle, là où j'ai déjà fait 2 rapports à l'Assemblée nationale, que je recommande à la lecture de mes concitoyens, nous sommes dans la ligne. Et vous voyez bien une chose, c'est qu'en réalité, petit à petit, les concepts qui étaient quasiment révolutionnaires il y a encore quelques temps pour pouvoir parler de politique industrielle, commencent à passer dans l'esprit des uns et des autres. Donc ça me paraît très important. Et je crois que il n'y a de politique qui vaille que de politique à long terme. Il n'existe pas de politique des coups. Et c'est ce que j'ai reproché parfois à un certain nombre de mes amis. La politique, c'est pas faire des coups médiatiques. La politique, c'est agir sur le long terme. On est tout à fait d'accord. Au mois de juillet, on avait ici dans le studio Henri Guénaud, qui, à la fin de l'émission, m'a remercié parce que, justement, on le laissait aller jusqu'au bout de son raisonnement. Lorsqu'on regarde il existe 1 ou 2 autres radios en France que Radio Courtoisie, mais elles sont beaucoup moins écoutées et appréciées que Radio Courtoisie. Mais lorsqu'on entend les gens qui coupent la parole sans arrêt à leurs invités, à la fin, on ne sait pas du tout ce que le type voulait dire. Donc
Une question. Oui, c'est un auditeur. Avant-guerre, il y avait plusieurs sociétés d'aviation qui travaillaient pour le civil et le militaire. Après la guerre aussi, jusque dans les années 60, début 70, telles que Breguet, Morane, Saunier, Nord Atlas, Nord Aviation. On dit que la plupart de ces sociétés ont coulé. C'était un avantage parce qu'ils coulaient. Parce que si l'une coulait, il y en avait d'autres à côté. Maintenant, il n'en reste qu'une seule, Dassault, si celle-ci coule, qui va prendre la relève. J'ai bien compris que nous avons gagné sur le plan maritime. Voulez-vous le rejeter ? Le répéter, pardon. Oui, si sûr. Vraiment c'est le cas, c'est une grande nouvelle formidable. Alors, en matière de société, il faut quand même être un peu plus précis. Bien sûr, Dassault est une très grande société, mais il n'y a pas que Dassault sur le plan aéronautique français. Il y a bien sûr ADS dans laquelle l'État français et nous avons des intérêts, mais il y a toute une série de sociétés qui font peut-être pas tous des avions de combat comme Dassault, qui est le maître d'œuvre. Mais il y a aussi d'autres sociétés qui sont capables de concourir à cette indépendance aéronautique française. Mais là où il faut insister, c'est que il faut qu'on continue de passer des commandes à cette industrie. Car je peux vous dire que l'obsolescence, c'est-à-dire la vétusté temporelle, gagne rapidement en matière industrielle, et c'est donc une course toujours renouvelée. Et il est très important que nous gardions coûte que coûte, notamment toutes les équipes de chercheurs, tous les laboratoires. Ça, c'est très, très important. C'est la base même d'être à la pointe de l'industrie et de l'économie mondiale. Aujourd'hui, en Europe, il faut savoir que les Américains qui ont complètement bluffé les Européens en leur proposant de les associer à l'avion du futur, en réalité, leur a dit vous payez, mais c'est nous les brevets. Voilà. Et donc, nous sommes les seuls à être encore capables de construire un avion de chasse indépendant, seul. Le seul problème, bien sûr, c'est qu'il faut le vendre. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Dassault va arriver à vendre ses Rafales, notamment à l'Inde. Je pense que ça va aboutir. Je le souhaite ardemment, parce que c'est une question vitale. Peut-être au Qatar, là, je crois. Le Qatar, on verra, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que l'industrie française vende, parce que le marché européen et français n'est pas suffisant pour pouvoir véritablement soutenir des entreprises qui ont besoin d'investir fortement. J'ajoute qu'avant-guerre, c'est vrai, il y avait toute une petite série de petites entreprises. Cela étant, les moyens et les investissements nécessaires pour construire les avions n'étaient pas à la hauteur d'aujourd'hui. Tout à fait. Et un avion d'aujourd'hui, surtout dans le domaine militaire, c'est bien sûr un moteur, c'est de l'aéronautique, c'est des ailes. C'est le carburant qu'il faut alléger. C'est aussi tout le système électronique, et ce sont les systèmes d'armes. Les systèmes d'armes qui sont très complexes. Donc il n'y a pas un seul pour faire ça, c'est la synergie d'une multitude d'entreprises. Mais, comme je l'ai dit, il faut un maître d'œuvre et il faut un pilote dans l'avion. Je voudrais rassurer l'auditeur parce qu'il a posé une question. Oui, je répète, je confirme et je signe. Nous avons, pas nous obligatoirement, mais nous avons actionné le levier pour les eaux territoriales françaises. La France a gagné 1 million de kilomètres carrés et je signale qu'elle est en train actuellement, avec d'autres négociations, en train de gagner assez d'eau, de surface d'eau territoriale pour devenir, non pas rester la seconde puissance maritime mondiale, mais la première. Cela doit se faire dans quelques semaines. Nous suivons ça de très près. C'est un dossier qui est défendu, que nous défendons sans arrêt. Je remercie le député Jacques Miard parce que il est intervenu dès qu'on a eu vent je ne veux pas répéter comment on a su ça. C'est mon collègue Folliot. Il y a Monsieur Folliot qui se débrouille énormément, qui a écrit un livre qui s'appelle France-sur-Mer, et il a été un des premiers effectivement à se battre pour ça. Mais on s'est bien battu. Monsieur l'auditeur, vous pouvez être rassuré, nous avons gagné. Alors, il y a un complément, pardon. Pardon, monsieur le député, je voudrais que l'on salue le professeur Alain Cotta qui vient d'entrer dans notre studio. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame.
Alors je voudrais ajouter une chose, c'est que avoir des zones économiques exclusives, avoir une zone maritime très importante, doit nous engager également à la surveiller, à les surveiller. Voilà. Avec notamment, bien évidemment, des navires, des vedettes. Récemment encore, j'ai vu à la télévision, pour une fois je regardais la télévision, des actions que conduisent nos vedettes, et notamment de la douane, dans les Caraïbes, où il y a des trafics de drogue en veux-tu, en voilà. Et donc, cela nécessite que nous ayons des navires, c'est pas le Charles de Gaulle, mais des navires puissants, rapides, qui permettent de surveiller et d'éviter, un, les trafics, deux, les pillages, notamment les pillages halieutiques. On a des problèmes, pour contacter le député. Je crois que non, c'était plus tard, là, parce Éric Ciotti. 19h. Oui, non, un peu après, parce que je crois qu'il était. On essaiera. Il faudra essayer dans quelques minutes. Non, on va essayer à 19h. Une réunion qui 19h15. Monsieur le député, et puis puisque rentre le professeur Cotas, sur la seconde partie, on traitera un petit peu de l'économie française et de savoir s'il y a des plans B, C, D, E, F pour remettre les choses en place. Je voudrais, monsieur le député, déjà vous dire quelque chose, vous signaler un fait. Dans l'Union européenne est en train d'imposer qu'il y ait 40% de femmes au sein des conseils d'administration dans les sociétés. Mais on devient fou, quoi, là. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, vous connaissez ma position, je suis très fortement pour la stricte égalité des hommes et des femmes. Mais alors, complètement. Simplement, je trouve que cette volonté d'avoir partout un homme, une femme, un homme, une femme, jusqu'à épuisement, me rappelle les conseils que me donnait un vieux chef du protocole du Quai d'Orsay pour faire les plans de table. Et donc, il nous disait, les enfants, c'est très simple. Pour faire un plan de table, vous mettez un homme, une femme, jusqu'à épuisement. Est-ce que c'est ça, véritablement, je dirais, la politique qui doit prévaloir en termes de talent? Le problème, il est là. Est-ce que le sexe est lié forcément avec le talent pour les hommes comme pour les femmes? Moi, ce que je souhaite véritablement, c'est qu'on choisisse des hommes ou des femmes ou des hommes qui permettent soit de conduire correctement nos entreprises, soit et de les développer, soit de faire une politique à l'Assemblée et au gouvernement efficace. Mais pour moi, c'est parfaitement imbécile ce genre de choses. Alors qu'il faille faire entrer plus de femmes dans les conseils d'administration, moi je m'en fous, mais à condition qu'elles soient compétentes. C'est tout. Et c'est pas une question d'homme ou de femme. C'est ce que j'avais dit un jour à Juppé, qui nous parlait de la parité, etc. J'ai dit, moi, je vais demander, comme je l'ai dit, un quota pour les petits et les teigneux. Hein voilà. Ensuite, j'ai un collègue on en a parlé pas plus tard que ce matin en réunion de groupe, un collègue qui est chauve, il dit, moi, je veux un quota pour les chauves. Bien sûr. Bon, c'est imbécile. C'est le degré zéro de la politique. Ah, tout à fait. Mais comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de refuser l'égalité, bien au contraire. Et que là où les femmes, notamment dans certaines entreprises, sont systématiquement moins payées parce que ce sont des femmes, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà. Mais de grâce, on ne choisit pas une femme parce qu'il faut une femme, ou un homme parce qu'il faut un homme. Oui. C'est imbécile. On le voit bien dans les listes pour les municipales, dans les petites communes, les types, la veille, ils vont à la... Alors, ce qui s'est passé, non, mais maintenant, on y arrive, c'est rentré dans les mœurs, c'est 50-50, mais je peux vous dire, le jour où il a fallu virer des gars qui étaient parfaitement compétents pour mettre à la place des femmes, ça n'avait pas de sens. Oui. Dites-moi, monsieur le député, juste petite chose qui vient de se passer aujourd'hui ou peut-être hier, cette proposition de je ne sais qui d'ailleurs, de mettre un camp de réinsertion pour les Roms dans le 16e arrondissement. Dans le bois de Boulogne. Dans le bois de Boulogne. Je ne ferai pas de commentaires sur ces propos imbéciles. Non, mais ça, c'était de la provoque. Oui, bien sûr. Non, mais cela étant, alors on va quand même dire un mot de la question des Roms. Oui. Les Roms, premièrement, je ne sais pas qui ils sont. Je connais des Bulgares, je connais des Roumains, je connais des Hongrois, qui peuvent eux-mêmes s'identifier comme Roms, mais ce sont des nationaux de ces États. Absolument. Je voudrais rappeler les règles communautaires aujourd'hui. Les règles communautaires sont que vous pouvez voyager partout, mais si vous vous installez plus de 3 mois, vous devez justifier de vos revenus, d'un travail et donc des moyens pour vivre.
Je vais prendre un exemple à contrario. Si vous aviez, par exemple, des Allemands qui viendraient en France s'installer dans un camp et qui ne justifient ni de travail, ni de recettes pérennes, eh bien, l'État français, le gouvernement français les expulserait comme il a expulsé les Roms. Donc, le problème, il est là. Alors, certains disent, il faut les intégrer. Mais attendez, il y a quand même un certain nombre de règles internationales. Hein. Bon, on a du chômage. 2, on est en déficit. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait nous qui devrions faire des efforts, alors que nous avons donné des dizaines de milliards d'euros, tout à fait, même des centaines de milliards d'euros à ces pays pour pratiquer une politique de développement. Tout à fait. Donc, on paye 2 fois. Le circuit est là. Alors, maintenant, le Rhum, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé en Méditerranée. Et là, on va faire l'enchaînement certainement avec les propos que nous allons tenir avec Anna Cotta. C'est que ce qui s'est passé à Lampedusa, c'est terrible. Vous avez des bateaux qui... Horrible. Bon. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, il y a une explosion démographique en Afrique. Je vais quand même donner les chiffres. En 1970, l'Égypte avait 22 millions d'habitants. En 1970, elle en a 85 maintenant. Et elle va avoir, d'ici 25-30 ans, 140 millions d'habitants. C'est-à-dire, et c'est le gros problème d'ailleurs, quel que soit le gouvernement, quel que soit le gouvernement, c'est qu'elle ne va pas nourrir son peuple, qui va aller se déverser, qui va fuir. Ou bien, il y aura des guerres internes, etc., des morts par centaines de milliers, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la dépression économique en Europe entraîne également la dépression économique sur tout le flanc sud. Parce que ces pays, on leur achetait. Ces pays, on y allait. Alors, bien sûr, il y a des troubles économiques et des troubles politiques en Égypte, en Tunisie. Je ne parle même pas de la Libye, c'est plus un État. Et donc, en définitive, on voit bien que la dépression économique européenne entraîne également dans sa chute des problèmes économiques pour tous ces États, d'où des difficultés innommables et la volonté de partir. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une interdépendance complète entre le sud et le nord, mais aussi sud à sud. Et ce qui s'est passé à Lampedusa, quand j'entends un certain nombre d'associations dire il faut ouvrir les frontières, mais c'est criminel. Oui. C'est criminel de tenir des propos comme ça. Pourquoi? Parce que s'il y a aujourd'hui, on va dire 1000 personnes qui essayent de venir, avec ce genre de propos, c'est pas 1000, c'est 10 000, c'est 100 000. Tout à fait. Et donc, c'est sans fin. Alors, c'est dur ce que je vais dire. Certains vont dire, c'est inacceptable. Il faut afficher clairement que, effectivement, on ne vient pas en Europe compte tenu de cela. Et sinon, eh bien, vous relirez Le Camp des Saints de M. Raspail, on est en plein dedans. Absolument. Et donc, le défi majeur que nous allons avoir dans les années qui viennent, ça va être effectivement le contrôle des flux migratoires. Parce que le flanc sud est en train d'aller à volo. Absolument. Mais vous savez, ça inquiète, là, je m'en aperçois. Je n'ai pas trop voulu lancer des gens sur le problème de l'immigration, sur cette antenne, parce que d'abord, il y a plein de gens qui le font. En plus, discuter, ça sert à rien du tout. Il faut établir un dossier et savoir exactement où nous voulons aller. Mais il est quand même un fait certain, c'est que nous sommes envahis et que les gens ont peur. Que des gens, il est facile de dire, il faut les insérer, il faut les ceci, les cela. Oui, mais il est beaucoup plus difficile de vivre à côté bien souvent. Donc on a de véritables problèmes actuellement, et il va falloir qu'une politique d'émigration soit faite, qu'elle soit contre les uns ou contre les autres, mais il faut qu'on arrête. C'est pas contre. Voilà. Le problème, c'est que l'histoire du monde, c'est l'histoire de la démographie. Absolument. Ne l'oublions jamais. Il y a peu de données, il y a peu de lois d'airain en économie, mais la démographie en est une. Hein, et notamment, y compris pour les retraites. Y compris pour les retraites, c'est un problème démographique. Mais le problème à la base, quel est-il actuellement en Europe? C'est la faillite du système Schengen. La faillite du système Schengen. Récemment, nous avons reçu en petit comité à l'Assemblée nationale, au déjeuner, le président de l'Assemblée nationale roumaine, qui nous reprochait que nous ne voulons pas, et moi le premier d'ailleurs, que la Roumanie rentre dans Schengen. Alors que j'ai fait rentrer politiquement la Roumanie dans l'Union européenne parce que c'était inéluctable, et plus on est flou, plus on rit. En revanche,
En revanche, ce qui va, je dirais, obliger l'Europe à se réformer en profondeur, ou bien elle va mourir. En revanche, sur Schengen, niet. Alors bien sûr, ils nous disaient, mais c'est scandaleux, parce que nous avons acheté beaucoup de matériel français, 1 milliard, paraît-il, d'euros de matériel français, pour l'histoire de passeports biométriques, pour les contrôles aux frontières. Je dis, mais mon cher monsieur, mon cher président, je vais vous dire très franchement, c'est pas contre la Roumanie que nous en avons. C'est contre le système Schengen qui ne fonctionne plus. Absolument. Et qui était illusoire et qui organise la passoire de nos frontières. Et donc, il faut reprendre tout ça. Parce que l'idée d'avoir, même avec Frontex, n'est-ce pas, un cordon sanitaire tout autour de l'Europe, aller donc contrôler toutes les îles grecques, aller donc contrôler ce qui se passe, y compris entre la Moldavie et la Roumanie, aller donc contrôler ce qui se passe sur le flanc sud, où il y a quand même des gens qui ne meurent pas, je dirais, en Méditerranée et qui arrivent à Lampedusa. Donc voilà, donc c'est véritablement un problème majeur. Nous devons revoir totalement Schengen, nous devons conserver dans Schengen ce qui est la coopération entre les autorités policières et autorités judiciaires, mais nous devons regarder à nouveau la politique des visas, qui est trop permissive. Nous devons aussi, bien évidemment, rétablir des contrôles internes aux frontières, parce que sinon, ça ne marchera pas. On est tout à fait d'accord. Une question, Lydie. Oui, pour monsieur le député. Il est bon que l'industrie vende à l'étranger à condition que l'on ne vende pas la technologie. C'est une auditrice. Oui, alors ça, c'est pas facile. Non, ça, c'est pas facile, parce que, effectivement, il y a toujours un petit malin qui va vouloir enlever le marché et qui va dire, bon ben voilà, je vous vends peut-être le TGV de la 3e génération, mais je garde pour moi la 4e génération, ce à quoi celui qui veut acheter le TGV va dire, je veux la 4e génération. Sauf si on ne dit pas qu'elle existe. Mais vous savez, de ce côté-là, j'ai constaté, j'ai été dans un passé déjà ancien, parce que la roue tourne, le juriste qui aidait la DGA à vendre à l'exportation. Bon. Et donc, on savait très bien qu'il y avait des choses qui étaient interdites à l'exportation. On ne vendait pas des missiles porteurs d'une bombe atomique. Ça, on l'a pas fait. Mais à chaque fois, on avait notamment, je me souviens d'avoir des négociations avec l'Algérie, où l'Algérie voulait le nec plus ultra dans ce qui était à l'époque la guerre électronique aérienne. Ça s'est pas fait parce que l'Algérie est partie envahie en guerre civile. Mais ils nous demandaient le nec plus ultra à chaque fois. Et puis ils disaient très clairement, si vous le donnez pas, ben on va demander ça, aux Américains. Les Américains sont plus prudents, encore que. Oui. Alors, nous avons un message d'un auditeur de Radio Courtoisie que nous avons mis de côté pour poser la question lorsque le professeur Cotta serait parmi nous. Alors, professeur, à propos de déflation, est-ce possible à un moment opportun de l'émission de parler de l'indexation et de son fonctionnement? Mais oui, j'en parlerai. Mais d'abord, je voudrais, comment dirais-je, situer cette petite question dans la grande que chacun se pose. C'est-à-dire, où allons-nous? Mais je répondrai à cette question tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure. Monsieur, j'ai lu des chiffres dans un journal très spécialisé sur les pertes futures des banques espagnoles et des banques italiennes. Alors, pour expliquer en gros ce que sont les pertes futures, c'est que lorsqu'on a prêté de l'argent à quelqu'un, il y a toujours des pertes futures, c'est-à-dire qu'on ne sait pas au jour s'il va nous rembourser ou pas. Mais c'est le chiffre qui m'a inquiété. 230 milliards d'euros seraient actuellement perdus ou à perdre par l'Italie et l'Espagne. Non, une fois de plus, on peut aborder cette question, mais c'est me semble-t-il, un détail par rapport à la situation que je vais essayer de décrire, et surtout son futur. Mais simplement pour vous répondre, moi, je ne puis accepter aucun de ces chiffres sans qu'on me dise d'où ils viennent, comment ils ont été établis, car une des conséquences de l'organisation actuelle de l'Europe, c'est que nous ne savons absolument plus rien du tout. Notamment, nous ne savons rien de l'état réel du système bancaire européen, car nous ne connaissons pas, sauf peut-être la Banque des règlements internationaux, qui n'est pas la Banque européenne, sur l'état exact des créances dettes de chaque grande banque européenne par rapport aux autres. Autrement dit, pour ne pas employer un terme mais qui pourtant là s'impose, nous ne connaissons pas le contenu des cases de la matrice qui réunit l'ensemble des banques européennes. D'ailleurs, nous ne savons même pas ce que fait M. Draghi.
réellement, nous ne savons pas ce qu'il aimait vraiment comme monnaie, comment la monnaie était mise. Nous ne savons pas d'ailleurs quel est le rôle de ce qui reste des banques centrales nationales dans cette émission de monnaie, dans leur répartition interne. Nous ne savons plus rien. Et c'est d'ailleurs une des conséquences de l'organisation actuelle de l'Europe sur laquelle on reviendra sûrement avec monsieur le député. Je vais juste compléter, enfin pas compléter, si compléter un peu, c'est que la Banque centrale, hein, c'est le système des banques centrales, c'est-à-dire qu'ils sont tous coupables, hein, y compris la Banque de France, c'est-à-dire qu'ils marchent ensemble. Bien sûr. C'est un système de banque centrale, hein. Faut bien le voir, c'est un peu le système américain d'ailleurs. Oui, encore que nous ne savons vraiment pas ce qui se passe. Parce que, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, j'ai essayé de savoir quelles étaient les règles d'émission, et notamment les règles de la répartition de l'émission de la Banque centrale européenne entre les différentes banques nationales. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une solidarité étroite. Je veux dire par là que c'est un système, certes, mais le moment vient où chacune des banques centrales européennes, enfin nationales, pardon, veut un peu tirer la couverture. On a eu le cas avec la Bundesbank, ça c'est clair. Et nous ne savons pas comment cela se règle. Et voilà, c'est ça le problème. Et nous ne savons même pas quel est le rôle des gouvernements, à supposer d'ailleurs qu'ils comprennent quelque chose. Ce qu'à mon avis, je vais y revenir, je ne crois pas. Quel est le rôle des gouvernements dans ce type de... Dans le cas français comme dans le cas allemand, je sais que notamment le président de la Bundesbank vis-à-vis du gouvernement allemand est d'une totale indépendance. Et Madame Merkel peut dire quelque chose, il n'est pas du tout sûr qu'il va l'entendre et qu'il va agir dans la même direction. Mais je voudrais bien poser la question que je viens de poser à chacun de nos députés, de savoir comment la monnaie européenne, et notamment la monnaie européenne en France, est régulée, décidée, par qui, etc. Je voudrais bien savoir s'il s'en préoccupe un peu. Enfin voilà, je ne suis pas sûr. Alors, je vais vous répondre, non, il ne s'en préoccupe pas. Alors, et je vais vous raconter. ça devient grave. Hein. Non mais attendez, je vais vous dire, hier... Ça explique Brignol. Ça explique pas simplement Brignol, ça explique la désespérance. 2 points. Je sors de la commission des affaires étrangères où nous avons traité de l'article 41 de la loi de finances, qui est la contribution française, c'est-à-dire les 22 milliards donnés à l'Europe pour faire tourner la boutique, qui représente, il faut le savoir, 16%, près de 17% du budget européen, la part française. Et 1% de notre produit national. Et 7% des recettes fiscales, etc. Bien. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale sur ça. C'est réglé, nous avons donné un avis, moi, et je compte, dans la commission des affaires étrangères. Et j'ai dit très clairement à la députée socialiste, qui rapportait très clairement d'ailleurs les choses, j'ai dit, mais ça explique la distanciation de ce Parlement vis-à-vis de l'Europe, qui sait que de toute façon les carottes sont cuites et qui s'en ne préoccupe pas. Autre exemple. Hier, nous avons donc eu une table ronde ouverte avec la commission des finances, la commission des affaires étrangères, la commission des affaires européennes, sur les documents budgétaires qui ont été envoyés à Bruxelles le 1er octobre par le gouvernement. Il y avait là, pour le gouvernement français, le ministre des Affaires européennes, et pour l'Union européenne, le commissaire Barnier. Nous étions présidentes des commissions comprises, 11 députés. Oh là là. 11 députés. C'est-à-dire que ça se passait peut-être pas à une bonne heure, c'était le lundi après-midi, moi j'étais venu spécialement, etc., parce que j'ai tenu des propos assez durs à l'égard de la commission sur le plan de la déflation à la Laval qui est pratiquée, et nous étions 11 députés. Mais ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire qu'on a un phénomène en disant, bon ben après tout c'est eux, c'est voilà, loin, et nous ne nous en occupons plus. Alors, il y avait d'autres problèmes, parce que, y compris le rapporteur général du budget était pris par ailleurs, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce Parlement se désintéresse. C'est une démission totale. Ah ben alors, c'est pour moi une démission, mais c'est aussi le fait qu'il a bien le sentiment que la machine est incontrôlable. Oui, mais... La machine est incontrôlable.
Vous savez qu'il n'y a rien de plus dangereux que les machines incontrôlables. Ah ben c'est exact que ça peut partir en vrille et que ça peut avoir des conséquences redoutables. Est-ce qu'on peut répondre tout de suite à une question? Il reste une minute. Vite, très rapidement, une auditrice de Radio Courtoisie. Pourquoi l'Europe doit-elle accueillir tous les immigrants qui arrivent à Lampedusa? Mais c'est bien le problème, c'est que c'est impossible. Car si on commence à ouvrir, je dirais, totalement les vannes ou les portes, c'est pas 1000, c'est pas 300 morts qu'on aura, mais c'est 3000 demain matin, et qu'il y aura plus de limite. Et que l'Italie veut plus être la seule à essayer justement d'empêcher le phénomène. Oui, que l'Italie essaye de dire au secours, j'y arrive pas seul, oui. Il n'en demeure pas moins que c'est la botte italienne qui est à 2 pas de la Tunisie et de l'Afrique. Donc, on a un problème majeur du côté de la Méditerranée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'on ait une politique étrangère qui soit réorientée vers la Méditerranée. On se retrouve pour la seconde partie de cette émission. À tout de suite, chers auditeurs.